Donc, on vous présente cette enquête, nous sommes 3 à vous présenter cette enquête. Donc, moi-même qui suis directrice du département conseil qualité de vie au travail au sein de CEGAP. Donc, Christophe Dubois, donc, psychologue du travail de formation et également consultant qualité de vie au travail dans l'équipe d'Ariel Obadia. Et bonjour à toutes et à tous, Arnaud Marsat, juriste, consultant RH, formateur RH. Bienvenue à ce webinaire. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de couper nos caméras et pour qu'il y ait un meilleur fonctionnement et qu'on commence la présentation. Alors, simplement pour commencer, on vous resitue un peu comment nous avons procédé. Donc, nous avons interrogé une cinquantaine de collectivités, en majorité plutôt des mairies, mais aussi des communautés d'agglomération et des conseils départementaux. Il y a eu, en termes d'effectifs, la plus petite collectivité de 250 personnes, le plus grand conseil départemental était de 7000 et globalement, les mairies que nous avons interrogées étaient autour de 1700 personnes, entre 1000 et 1700 personnes. Nous avons été 3 à vous interroger, Claire Noyer, Christophe Dubois et moi-même. Cette enquête a été réalisée au mois de juillet et au mois d'août de cette année. Ce que nous vous proposons, c'est de travailler sur un certain nombre d'axes. Le premier, c'est sur la gestion de la crise sanitaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez réagi? La deuxième chose, c'est comment s'est passée la reprise. La troisième chose, c'est quel enseignement vous en tirez et les actions que vous allez mettre en place. Et puis, on s'est dit que c'était intéressant pour vous de faire un petit zoom sur aussi les choses obligatoires que vous devez mettre en place, c'est-à-dire la mise en œuvre de la loi de la transformation publique et comment, d'une façon générale, vous avez pu y travailler. Le dernier point, on vous laissera, comme je le disais tout à l'heure, on vous propose plutôt d'écrire vos questions qu'on sélectionnera comme les plus qui ressemblent le plus à ce que vous avez pu poser et puis on conclura à ce moment-là. On vous enverra pour les participants la présentation de ce que l'on va faire aujourd'hui. Alors pour commencer, cette fameuse crise sanitaire qui nous est arrivée d'une façon extrêmement rapide, en tout cas la décision qui a été prise par rapport à cette crise a été très rapide. Du jour au lendemain, il a fallu se cloîtrer tous chez nous, ou pratiquement tous chez nous. Et ce que vous avez rapporté, c'est que pour vous, je dirais au niveau professionnel, hein, ça a été une soudaineté, un choc, une sidération, c'est des mots que vous avez employés beaucoup, et surtout une non-préparation par rapport à cette crise. Quelques collectivités commençaient à y penser à partir de janvier en disant il se passe quelque chose, il va se passer quelque chose, mais globalement, on peut dire que cette crise telle qu'elle nous a été donnée à gérer d'une façon tellement soudaine a pris de court tout le monde. Très rapidement, vous avez mis en place des cellules de crise. Alors moi, j'appelle ça cellules de crise. Ce n'est pas forcément les termes que vous avez tous employés, mais en tout cas, le maire en place, puisqu'on était au milieu des élections, ce qui n'a pas facilité les choses, le maire en place, le DGS et le DRH, et on va dire la gare de Race-Rocher, s'est vite organisé, réfléchi à comment faire pour continuer le plan de continuité. Il a fallu travailler sur le télétravail, de mettre en place le télétravail, mais vous êtes tous aperçus qu'en fait, pratiquement, à qu'un seul endroit, un pilote avait été organisé pour mettre en place le télétravail pour les mois à venir, mais que pour les autres, ce n'était pas du tout prévu, en tout cas pas avec cette rapidité-là. Peu d'outils, peu de portables, peu
peu de téléphones professionnels et puis, parce que non prévu, pas de possibilité d'accéder au réseau informatique interne. Sur le terrain, tout le monde s'est battu pour avoir des masques et au démarrage, évidemment, il n'y avait pas de matériel de protection. Et puis, la chose que vous nous avez rapportée et qui a été vraiment une difficulté aussi pour vous, c'est les informations qui étaient distillées, on va dire, par l'État, avec des informations floues, au compte-gouttes et quelquefois un peu contradictoires, et qu'il a fallu vous gérer de votre côté par rapport à vos collectivités et vos usagers. Assez rapidement, malgré tout, une organisation s'est mise en place. Alors, plusieurs choses pour ça, et je laisse la parole à Christophe pour ce qui est du télétravail. Justement, comme Ariel vous le disait, le télétravail a été vraiment donc, un choc pour beaucoup de collectivités. Beaucoup de collectivités ne l'est pas du tout mise en place. Commencez à y réfléchir, mais n'est pas encore lancé d'expérimentation. Donc, beaucoup de questionnements derrière. Ce qu'on a vu au tout début, c'est que beaucoup d'agents télétravaillent depuis leur ordinateur personnel. Les personnes n'avaient pas forcément accès au matériel, ordinateur portable, des outils, accès VPN ou autre, et donc devaient télétravailler depuis leur ordinateur personnel. Quelquefois, ce matériel était également partagé avec l'ensemble de la famille. Typiquement, des enfants qui étaient en continuité pédagogique devaient utiliser le matériel, l'ordinateur personnel durant la journée, et les agents devaient télétravailler le matin tôt ou le soir lorsque les enfants étaient couchés. Ce qu'on a vu du coup, c'est que les différents DSI sont vraiment mobilisés durant cette période-là. Donc, ont acheté beaucoup de matériel, ont fourni beaucoup d'accès aux agents, des accès VPN, des outils également pour travailler en mode collaboratif, des outils de visioconférence, par exemple, Zoom ou autre. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que finalement, chacun s'est un petit peu débrouillé. Il n'y a pas vraiment de guide, de procédure mise en place sur le travail à distance, télétravail. Comment fait-on pour manager une équipe avec des personnes à distance? Est-ce que nous faisons une réunion collective par semaine? Est-ce que nous faisons des points régulièrement avec les agents qui continuent de télétravailler? On a vu également beaucoup de difficultés se développer. Donc, tout ce qui est lié à la communication, comme je viens de l'évoquer, mais également tout ce qui est séparation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, des personnes qui n'avaient pas forcément accès à un espace réservé chez elles pour pouvoir travailler à distance de manière convenable, et également des problèmes d'ergonomie, des personnes qui étaient moins bien installées chez elles qu'au bureau, et donc on a vu des troubles musculo-squelettiques se développer durant cette période-là. Beaucoup de personnes nous ont dit par la suite que à la fin de leur journée, elles avaient des problèmes au niveau des cervicales. Donc vraiment une organisation compliquée au début à mettre en place. Et j'en parlerai tout à l'heure, mais vraiment aujourd'hui un souhait de télétravail très important dans les différentes collectivités. Alors, pour ce qui s'agit du terrain, là aussi, la débrouillardise a été la chose qui s'est mise en place pour tout le monde. Alors, la première chose sur laquelle vous êtes vraiment tous mobilisés, c'est trouver des masques. Trouver des masques et du gel. Et donc, ça a été pour vous votre priorité numéro 1. Vous avez fait beaucoup d'appels au volontariat pour réaliser des missions, à la fois des missions habituelles, mais aussi sur des postes sur lesquels les personnes n'étaient pas positionnées d'une façon classique. Une livraison pour les personnes âgées, des renforcements pour le personnel des EHPAD, travailler aussi d'une façon dans les écoles pour accueillir les enfants des personnels soignants, et puis aussi beaucoup distribuer des masques à la population. Tout ça s'est fait, je dirais, à toute vitesse, avec des personnes volontaires qui se sont manifestées très rapidement. Alors, ce que je voudrais maintenant faire comme point, c'est la communication. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la communication? Alors, ce que je vais vous dire, c'est vraiment la communication, ce qui nous a semblé original et intéressant dans ce qu'on a repéré de l'enquête.
La première chose qui nous semble intéressante, une des choses, c'est un site intranet qui a été mis en place dans un conseil régional qui s'est appelé Gardons le lien. On voit bien de quoi on retourne effectivement. La deuxième chose, c'est des groupes WhatsApp. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces groupes WhatsApp, ils ont été à la fois organisés, structurés par des managers, par des directeurs, mais qui ont été aussi créés au niveau d'une façon tout à fait spontanée. C'est-à-dire que des équipes elles-mêmes l'ont créé et ont continué comme ça à garder le lien entre elles et ont créé une solidarité encore supérieure à ce qu'ils avaient, je veux dire, dans la vie plus classique. Il a été créé des hotlines pour les agents. Un maire a réalisé une vidéo tous les jours à destination à la fois des citoyens, mais aussi des agents. Un maire qui adressait des messages SMS très régulièrement. Des articles dans un journal interne pour mettre en valeur les métiers de crise. Des mots croisés, un morceau musical choisi par un agent. Tout ça, c'est pour créer du lien. Un roman photo créé par le service RH. Des foires aux questions, un service de sport qui a créé des fiches pour que chacun fasse du sport pendant le confinement. Vous voyez, tout ça, ça crée de la solidarité, de l'envie d'être ensemble et du lien. Les organisations syndicales n'ont pas été oubliées et ont travaillé de concert en fait avec les directions. Ce qui y a été fait pratiquement partout, c'est des guides de procédures sanitaires. Ça, vous êtes vraiment vous avez tous travaillé sur ces guides-là pour être clair pour vos agents ce qu'il fallait faire et comment ils pouvaient se protéger. Alors les moins, vous êtes vite aperçus que ceux qui n'avaient pas d'adresse mail professionnelle, entre autres les agents du terrain, vous avez une difficulté à maintenir le lien avec eux. Qu'il y avait peu de consignes auprès de l'encadrement, c'est-à-dire chacun a fait comme il pouvait, pas de guide, pas de procédure, est-ce qu'on doit appeler les personnes toutes les semaines, tous les jours, est-ce qu'on doit faire des réunions, de quelle sorte on doit les faire, tout ça, chacun a fait comme il pouvait. Les encadrants, ils ont été pris entre plusieurs feux. Le premier, c'est gérer leurs propres difficultés, leurs propres angoisses, leur propre organisation, parce que eux-mêmes n'avaient pas forcément les outils pour faire du télétravail, pour faire des visios. Et puis, il fallait par ailleurs qu'ils assument leur rôle. Et c'est quelque chose, quand on est manager de proximité, c'est qu'on n'a pas forcément les informations qui leur permettent de tenir ce rôle. Donc, on voit le fait qu'au sein des mêmes collectivités, il y a une vraie disparité dans la communication. Ce qui a pu être reproché d'ailleurs, c'est que quelquefois, malgré le travail très important du maire pour faire fonctionner sa mairie, sa collectivité, que des personnes ont reproché de ne pas avoir eu ce contact, que le maire n'aurait pas fait de mots particuliers de soutien. Donc, le troisième point sur lequel je voulais revenir, c'est les managers, les encadrants ont eu aussi des difficultés à répondre aux angoisses de leurs équipes. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens pour pouvoir répondre, ils n'avaient pas beaucoup d'outils et d'arguments pour répondre aux angoisses de certains, étant eux-mêmes dans la même situation. Donc, des difficultés à tenir leur rôle. Ce qu'on peut dire de cette période de crise sanitaire, beaucoup d'agents volontaires très engagés. Et cette notion de service public, elle a été là au cœur de toutes leurs activités et elle a été vraiment perçue comme quelque chose d'utile. Et ils ont été vraiment valorisés par rapport à la notion de service public et de fonctionnaires qui peuvent être de temps en temps un peu chahutés. Et là, au contraire, ça a marché à fond pour eux. On a vu qu'il y avait des équipes soudées au niveau des directions générales et que ça a très bien fonctionné. On a vu qu'il y avait des personnes qui étaient prêtes à se mettre en danger sans protection au démarrage et on peut effectivement leur remercier, je dirais, au niveau citoyen pour tout le monde, comme ils ont accepté d'être en première ligne avec des choses qui étaient très, très floues sur comment on attrape le Covid, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger, etc. Des volontaires sont venus de plus en plus nombreux. Est-ce que, quand j'ai posé la question, mes collègues et moi, sur la crise sanitaire, très souvent on nous a dit « mais ça s'est très bien passé, mais en fait, il n'y a pas eu de problème réel ».
Quelquefois, on avait même trop de volontaires. On a été solidaires. Il y a même une personne qui a dit c'était génial. C'est-à-dire cette solidarité, cette situation par rapport à cette crise, les niveaux A, B, C, tout ça s'est oublié. On travaille vraiment de concert. Ce que je peux vous dire aussi, tous surpris, vite réagi, ça a été vraiment la réaction. Comment on va faire, comment on s'organise et comment on répond aux demandes des citoyens. Tout ça s'est très bien passé. Alors évidemment, là, je vous fais quelque chose d'un peu, rose, un peu comme c'était bien. Ça n'empêche évidemment qu'il y a des personnes qui n'ont pas voulu jouer le jeu, qui ont eu peur, qui se sont annoncées fragiles. Ça l'était pas. Chacun a sa vision des choses. Mais on m'a parlé de résistants en parallèle. Voilà. Donc globalement, si on fait le point aujourd'hui, eh ben, la crise, tout le monde a pu réagir et en fait, globalement, vous avez réussi à tenir à votre rôle. La reprise aujourd'hui. Alors la reprise, elle a été en fonction des collectivités dès le mois de juin, dès le mois de mai, pardon, au mois de juin ou au mois de juillet pour les personnes au plus tard, c'est-à-dire à partir du 11 juillet. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, il y a 3 catégories de personnes par rapport à la reprise. Des personnes volontaires, des personnes engagées qui ont continué à vouloir avoir cette position de service public, des personnes qui voulaient vraiment revenir, qui étaient très pressées de revenir, et puis une petite minorité qui souhaitait rester chez elles. Ce qu'on appelle en fait le syndrome de la cabane, des gens habitués à être chez elles et qui ne souhaitent pas en sortir, qui veulent être protégés dans un environnement qu'elles connaissent. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'équipe de direction a beaucoup donné, travaillé pratiquement 24 heures sur 24, essayé de répondre à la fois aux agents, aux citoyens, répondre aussi aux injonctions, on va dire, de l'État pour être au plus près de ce qui était demandé. On s'aperçoit aujourd'hui que malgré les congés, tout le monde est encore fatigué, que l'ambiance n'est pas revenue comme avant, qu'il y a une certaine ambiance un peu morose, en tout cas de fatigue, qui touche un peu tout le monde. Nous avons posé des questions pour savoir si vous avez pris le pouls en fait de vos agents, pour savoir dans quel état d'esprit ils étaient. Alors, on n'a pas eu beaucoup de réponses à ce niveau-là. Il y a eu quelques événements qui nous a semblé intéressants de partager avec vous. Il y a eu quelques questionnaires, des baromètres, des passages des services prévention dans les services pour savoir un peu ce qui se passait. Il y a eu une réunion de directeurs qui a permis à chacun de pouvoir s'exprimer, partager les bonnes pratiques, mais aussi les meilleurs moments, les pires souvenirs, comment ils ont vécu les choses, comment ils verraient que les choses puissent se revivre à nouveau. Quelques réunions spécifiques de reprise. On a demandé aux agents, par exemple, de rapporter un objet symbole de leur confinement. Une façon aussi de passer d'une façon très particulière et de pouvoir que chacun puisse s'exprimer à sa façon. Quelques cafés qui ont été mis en place, qu'on appelle des cafés de prévention, des cafés RH, pour que chacun puisse s'exprimer. Mais globalement, on nous a souvent dit le monde d'après ressemble beaucoup au monde d'avant. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes ont repris leur activité professionnelle sans qu'on leur pose trop de questions sur comment vous avez vécu les choses, comment vous voyez les choses, de quoi vous avez besoin. Et ce sas de cette reprise a été relativement peu pris en compte. Alors, on avait envie de vous faire un zoom sur la prime Covid, parce que vous avez été nombreux, vous nous en parlez, je dirais même d'une façon un peu naturelle, sans vous poser la question. Et on s'est aperçu que ce n'était pas si simple, cette prime Covid. Donc, cette prime, c'était pour récompenser les personnes méritantes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que les critères pour cette prime, elle a été assez différente d'un endroit à un autre. Dans des collectivités, c'était les chefs de service qui devaient nommer les agents méritants. Et puis, on s'est aperçu qu'il y en avait beaucoup des agents méritants parce que les chefs de service, ils avaient du mal à choisir. Dans d'autres endroits, on a dit « Ah non, non, ça ne touche que les B et les C ». Dans un troisième endroit, on nous a dit on a fait un ratio par rapport au nombre de jours en présentiel et un nombre de jours en télétravail. Et ceux en télétravail ont eu moins que ceux qui étaient en présentiel. On a donné une surprime
pour ceux qui ont été exposés sans possibilité de geste barrière. On a donné des bons d'achat pour les agents qui étaient en télétravail, par exemple, et donné la prime qu'uniquement aux personnes en présentiel. Et puis, pour des personnes qui étaient, des agents qui étaient en ASA, pour quelques-uns, on leur a retiré des congés. On voit que selon les établissements, il y a eu vraiment des façons de gérer cette prime différentes. En attendant, nous, ce qu'on entend, c'est que c'est toujours difficile de donner des primes et qu'il y a un sentiment d'injustice qui peut apparaître. Parce que les personnes qui étaient en ASA, peut-être qu'elles n'avaient aucune possibilité de travailler malgré leur envie de travailler. Et que c'est comme un reproche qu'on leur fait de ne pas leur donner de prime. Par ailleurs, ceux qui ont beaucoup travaillé, effectivement, ils ont eu une prime. Mais ils sont en position de dire oui, mais tout le monde a été payé. Donc, on voit qu'aujourd'hui, il peut y avoir des disparités par rapport à ce positionnement de la prime et que reconstruire une équipe qui est constituée à la fois de personnes qui ont beaucoup travaillé, des personnes qui ont été en télétravail, des personnes qui n'ont pas pu travailler, il va falloir reconstruire un peu cette équipe et que les gens puissent s'exprimer par rapport à ça plutôt que ça reste dans des non-dits. Alors, les actions et les enseignements que vous en tirez de cette situation exceptionnelle. La première chose, c'est tout le monde veut mettre en place du télétravail. On n'a pas vu une seule collectivité qui considère que le télétravail est une mauvaise idée. Alors, tout le monde veut mettre en place parce qu'à la fois, il y a les agents qui le demandent, il y a les partenaires sociaux qui le demandent et il y a les services RH qui le demandent. Alors, ils le demandent d'une façon un peu différente en disant, nous, on veut être considéré comme un établissement moderne et pour attirer du personnel et pour être attractif, il faut montrer que chez nous, on fait du télétravail. Il nous a semblé intéressant de vous dire qu'il y a quand même quelques maires et des RH qui sont réticents et que et je pense que leurs remarques sont intéressantes. Ils nous ont été dit qu'effectivement, ça va rajouter une différence de traitement entre les cadres et les administratifs et les personnes sur le terrain. Et que l'idée, c'est que où est l'équité dans la mise en place du télétravail? Et je crois qu'on ne peut pas passer à côté de cette réflexion. La deuxième chose qui nous a été dit, c'est les managers qui sont sur le terrain doivent rester sur le terrain avec leurs équipes. En attendant, malgré ces réticences, l'histoire, le sens de l'histoire pousse tout le monde à mettre en place ce fameux télétravail. Mais je pense qu'il faut du coup réfléchir à ces questions dans la mise en place de ce télétravail. Le confinement, quoi qu'il en soit, était un accélérateur de quelque chose qui était, en tout cas, même si ce n'était pas directement en réflexion, mais quelque chose qui devait être mis en place. Pour les autres sujets, donc tout un tas de sujets en termes d'enseignement. Évidemment, l'accélération de la dématérialisation. Ça, je pense que tout le monde a été sensible et qu'il y a aujourd'hui, tout doit être mis en place pour que cette dématérialisation s'accélère. Alors, là aussi, ce que je vous dis, c'est des choses qu'on nous a dit, c'est pas forcément partout que ces actions vont être mises en place. Mais ce qui nous a semblé intéressant de partager avec vous. Des adresses e-mail professionnelles pour tous. Des remplacements d'ordinateurs fixes par des ordinateurs portables, des salles équipées de matériel visio, le développement de la polyvalence des agents pour la continuité des services, pour éviter qu'il n'y ait qu'un agent qui puisse faire le travail, mais qu'au contraire, on puisse compter sur plusieurs agents. Un parcours de professionnalisation des managers avec des ateliers, avec du co-développement, avec des formations sur comment manager dans l'incertitude, etc., etc. Et puis, un process préparé en cas de nouvelle crise. Quel est le nombre d'agents nécessaires par type de métier pour la continuité des services? Quelle crise, quelle communication, comment on travaille si un autre confinement doit être mis en œuvre et demandé par l'État? Alors, je vais passer la parole à Arnaud pour aussi, puisqu'on vous a posé des questions sur la mise en œuvre de la loi de transformation et de voir comment vous y avez répondu.
Alors, rebonjour à toutes et à tous. Alors, je vais pas rôle, puisque voilà, je vais vous parler, je vais un petit peu casser l'ambiance. Je vais vous parler de la mise en œuvre de la loi de transformation de la fonction publique. Alors, tout d'abord, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans la grande majorité, effectivement, vous avez travaillé sur les lignes directrices de gestion, sur les questions relatives à la pension, à la promotion, et pour cause, hein, on verra le calendrier un petit peu plus tard, il est relativement serré. Et puis, deuxième point, vous avez travaillé sur bon nombre de sujets. Alors, il faut voir ça, hein, j'allais dire, d'un point de vue macrologique, si je puis dire. Et puis, si on se rapproche un petit peu plus des sujets, on se rend compte que tout le monde n'a pas traité les mêmes choses. Mais si on décline tous les axes de la loi de transformation, je vous rappelle qu'il y en a 5, si on prend par exemple le dialogue social, bien évidemment, vous êtes intéressé, en plus des lignes directrices de gestion, aux instances, hein, à la réduction de voilure des CAP notamment, mais aussi au futur rapport social unique, dont je vous reparlerai un petit peu plus tard. Sur l'axe relatif à la transformation et à la simplification de la GRH, alors cette expression n'est pas de moi, hein, c'est le titrage officiel de la loi, vous avez effectivement travaillé sur les procédures formalisées, entre guillemets, de recrutement des agents contractuels, compte tenu de l'ouverture des viviers de recrutement à ces derniers. Vous avez aussi travaillé sur les contrats de projet. Et puis sur, je vous en redirai également un petit mot plus tard, sur la prime dite de précarité ou prime de fin de contrat. Sur l'axe de simplification du cadre de gestion, outre le télétravail dont on a déjà parlé, vous vous êtes intéressé effectivement au sujet relatif à la régularisation du temps de travail hein, pour les collectivités qui, à une époque, ont pu déroger aux 35 heures. La loi de transformation réinstituant un retour progressif aux 35 heures. Il est également question d'organisation du droit de grève. Hein, je vous rappelle, l'idée, c'est de pouvoir s'employer à négocier des accords avec les partenaires sociaux permettant l'organisation de la continuité de certains services, hein, comme par exemple hein, le traitement des déchets ménagers, l'accueil périscolaire, la restauration collective, notamment. Autre point, toujours par rapport à votre travail sur la loi de transformation, sur la mobilité et la transition professionnelle, eh bien, ce qui vous occupe, c'est notamment la mise en place de ruptures conventionnelles avec la question de savoir, outre le fait de savoir qui est éligible, qui n'est pas éligible, lorsqu'un agent la sollicite, est-ce que vous allez la lui accorder et en fonction de quels critères? Autre point que vous avez également abordé sur le 5e axe, et pas des moindres, c'est le renforcement de l'égalité professionnelle. C'est ce qui va concerner notamment, évidemment, je dis évidemment parce que les échéances sont là, hein, le plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mais aussi tout ce qui va concerner le versant relatif à l'inclusion, entre guillemets, des personnels en situation de handicap. Voilà, hein, grosso modo, ce que vous voyez hein, sur le support, hein, c'est un peu un nuage de mots, mais quand on regarde effectivement chaque item, eh bien, tous les points, ou presque, de la loi de la transformation de la fonction publique sont cochés. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire par rapport à ce qu'on a pu tirer de vos retours, et dont on vous remercie. En conclusion, on souhaite en fait vous présenter les 3 points qui nous ont semblé essentiels par rapport à cette enquête. La première chose, c'est l'accompagnement des managers de proximité qui nous a semblé un peu manquer. La deuxième chose, c'est sur le télétravail. On nous a plusieurs fois dit, et avec raison, que le travail à la maison, ce n'est pas le télétravail et qu'il ne faut pas confondre les 2 activités. Et Christophe va vous faire un point justement entre ce qui est similaire et différent entre le télétravail et ce que les personnes ont vécu pendant le confinement. Il peut y avoir effectivement un petit peu de confusion. Et puis, le troisième point, Arnaud, à nouveau, vous refera un point du rappel du calendrier sur la loi de transformation publique avec les choses essentielles à faire d'ici la fin de l'année et puis les choses à faire rapidement en 2021 puisqu'on y est presque.
Alors, l'accompagnement des managers de proximité, alors, ce qu'on a pu voir, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait les directeurs d'un côté qui ont beaucoup travaillé en cellule de crise et puis qui donnaient de l'information un peu à tout le monde, comme ils pouvaient d'ailleurs, par le biais de l'intranet, par le biais des mails, etc., mais avec peu de considération en termes de vecteurs de communication par le management. Comme je vous disais tout à l'heure, ces fameux managers, ces fameux encadrants de proximité ont pu être très bousculés. Ils ont été bousculés parce qu'il y a eu des pertes de repères, une remise en question de la façon de travailler jusqu'à présent, comment il faut que je fasse, je ne suis plus dans le contrôle, comment je sais que les personnes travaillent, qu'est-ce qu'il faut faire, comment j'organise le temps des personnes en télétravail, on va dire du travail à la maison, comment je maintiens le lien, tout ça, ça effectivement leur a fait poser beaucoup de questions et ils n'ont pas été très appuyés sur ce sujet-là. La deuxième chose, c'est que évidemment, on était tous, et les managers et les directeurs, tout le monde dans cette période d'incertitude dans laquelle on est encore aujourd'hui. Il ne faut pas oublier, hein. La crise n'est pas terminée, on voit bien qu'on nous en parle tous les jours et que cette question d'incertitude, elle est toujours pesante. Et comme quand on est un encadrant, à la fois d'être transparent, mais à la fois rassurant. C'est toutes ces questions-là qui sont à traiter, à mon avis. Le troisième point, c'est de se dire, si on souhaite que les encadrants aient un vrai rôle de manager, il faut qu'ils aient l'impression d'être considérés en tant que manager et pas uniquement en tant qu'agent, et leur donner ce rôle. Pour leur donner ce rôle, il faut effectivement pouvoir avoir une communication spécifique, leur donner des kits de communication, leur permettre de répondre eux-mêmes à leurs questions en tant que manager, en tant qu'agent, et puis leur donner le sentiment d'appartenance à cette communauté managériale qui est importante et de soutien entre eux, et qu'ils se reconnaissent et qu'ils puissent aussi partager, comme on disait tout à l'heure, à la fois leurs bonnes pratiques, aussi leurs difficultés, et qu'ils puissent avoir un moment aussi pour s'exprimer. Donc cet accompagnement des managers de proximité, ça nous semble vraiment essentiel peut-être de mettre ça en place, travailler avec eux et les aider à peut-être évoluer dans leur management et que les questions sur le sens, sur l'engagement, sur leur rôle qui a pu toucher un peu chacun, il est peut-être important en tout cas de les aider aujourd'hui à réfléchir à est-ce que ce que je faisais à présent, est-ce qu'il faut que je continue de la faire de la même façon? Au contraire, ça permet de prendre du recul et de travailler et de communiquer autrement avec mes équipes. Le deuxième point, donc je redonne la parole à Christophe, c'est justement bien repositionner le travail à distance et le télétravail. Comme vous avez beaucoup de demandes de télétravail, il faut peut-être resituer un peu les choses. Comme dit précédemment, il y a vraiment une démocratisation du télétravail aujourd'hui dans la fonction publique suite au confinement, déconfinement. Il y a des DRH qui m'ont dit qu'ils avaient gagné 10 ans grâce au télétravail. Malgré tout, une des difficultés aujourd'hui, c'est vraiment donc de remettre du cadre là-dedans. Le travail à distance, le travail à la maison, peu importe comment on l'appelle, donc celui qui a été effectué vraiment durant le confinement, c'est très différent du télétravail. Le travail à distance, il n'y a pas de cadre spécifique. Il n'y a pas de loi, de décret ou autre, contrairement au télétravail. Le télétravail, donc dans la fonction publique, donc on voit vraiment donc à la loi donc de 2012. Le premier décret qui était paru en février 2016 et le dernier là en mai 2020. Et ensuite, une charte est donc écrite dans chaque établissement, validée par les partenaires sociaux. Pour le travail à distance, il n'y avait pas forcément ça. Le travail à distance en fait, a vraiment été mis en place pour répondre à l'urgence. Ce qu'on appelle vraiment du télétravail en mode dégradé. Il fallait qu'il y ait continuité de service. C'était du télétravail forcé, ce n'était pas basé sur le volontariat. On demandait à tous les agents donc de travailler à distance. Enfin, les personnes qui avaient bien évidemment des tâches télétravaillables. Les personnes ont travaillé de chez elles toute la semaine, donc 5 jours par semaine, ce qui dans le télétravail, je vous présenterai juste après, ce n'est pas du tout le cas. Et également au niveau des horaires, pas vraiment de cadre. Des personnes, encore une fois, donc, qui étaient en continuité pédagogique, qui étaient en garde d'enfants, donc quelquefois télétravailler donc, le matin tôt
tard le soir quand les enfants étaient couchés, également le week-end, etc. Et donc le télétravail, c'est pas du tout ça. Vraiment le télétravail, donc c'est basé sur le volontariat. Donc il y a un accord donc de l'employeur. Donc il y a une convention qui est signée avec l'agent. L'agent doit également fournir des pièces justificatives. Donc tout ce qui renvoie donc à l'assurance d'habitation, etc., pour que l'agent soit couvert, voilà, en télétravail. Et au niveau donc de la durée, donc il y a une règle dans la fonction publique qui précise que les agents doivent être présents au minimum 2 jours par semaine sur site. Ce qui signifie que pour les personnes qui sont à temps plein, théoriquement, peuvent avoir accès à 3 jours de télétravail dans la semaine maximum. Donc on voit bien, hein, c'est vraiment différent donc, du 5 jours par semaine. Et ensuite, chaque établissement, chaque collectivité peut dire, bah non, finalement, nous, dans notre collectivité, la quantité maximum de télétravail sera d'1 journée par semaine. Et peut-être que par la suite, quand le télétravail sera vraiment mis en place, on pourra vraiment donc élargir à plusieurs journées. Donc on voit que c'est vraiment cadré, contrairement au travail à distance, et également au niveau des horaires. Les horaires sont définis dans la convention dès le début. Lorsque l'agent fait une demande, donc les horaires sont définis avec lui. Il n'est pas question donc de télétravailler, encore une fois, comme durant le confinement, imaginons tôt le matin, tard le soir, ou un peu comme on l'entend. Non, non, le télétravail, donc il faut vraiment que ce soit donc, du travail à la maison, mais comme au bureau. Donc les mêmes horaires et les mêmes conditions derrière le même cadre au niveau de l'organisation. Alors Arnaud, Marsa, je reprends la parole sur la loi de transformation de la fonction publique. Donc, je ne voudrais pas donc remuer le couteau dans la plaie, mais je voulais ici vous rappeler quelques échéances. Je vous rappelle d'abord, on en a parlé tout à l'heure, les lignes directrices de gestion. Alors, je vous rappelle que ce cadre, ce qu'on appelle de droit souple, a pour vocation première de fixer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines. N'oublions pas que les lignes directrices de gestion n'ont aucune valeur normative et n'ont pas vocation à se substituer aux règles statutaires, mais en tout cas, elles doivent permettre à l'autorité territoriale, j'allais dire, de se fixer des principes directeurs dans sa gestion des ressources humaines. Donc, un des enjeux, évidemment, et c'est là effectivement où les échéances sont particulières, c'est sur l'orientation générale, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels, puisqu'il faut bien comprendre que cette thématique est finalement la contrepartie de la perte de compétences des CAP sur ce premier sujet. Et effectivement, la loi de transformation et ses nombreux décrets d'application prévoient une mise en place d'ici au 31 décembre 2020, puisque ça sera applicable pour les décisions qui seront prises à partir du 1er janvier 2021. L'enjeu ici est effectivement l'établissement des listes d'aptitudes avec pour certaines collectivités qui sont affiliées à des centres de gestion, un parcours un peu tortueux entre l'avis qui sera rendu par les actuels comités techniques et celui qui sera rendu par celui, j'allais dire, des centres de gestion qui, au final, j'allais dire, arrêtera les lignes directrices de gestion. Ça, c'était un premier point. Le deuxième point qui rejoint l'égalité femmes-hommes dont on parlait tout à l'heure, c'est la mise en place d'un dispositif de signalement des violences sexuelles, du harcèlement, des agissements sexistes. Alors, c'est plus un rappel puisque le texte prévoyait une mise en place de ce dispositif de signalement dès le 1er mai 2020. Je vous rappelle qu'ici, l'idée, c'est d'avoir une approche préventive, permettre à l'employeur public d'assumer son obligation de sécurité de résultat et surtout de ne pas laisser lettre morte, ne pas rester lettre morte face à des signalements j'allais dire, comportements, on va dire, inadaptés. Ça, c'est un premier point. Les autres échéances qui vous attendent pour l'année 2021, j'allais dire, vous avez aimé l'année 2020, vous allez adorer l'année 2021, c'est d'abord la mise en place du rapport social unique, le RSU, au titre de l'année 2020, mais donc en 2021. Je vous rappelle que ce rapport social unique, dont on attend d'ailleurs un décret d'application qui est en discussion devant les différents conseils communs des 3 versants de la fonction publique, a vocation à se substituer
au rapport sur l'état de la collectivité, qui lui était établi tous les 2 ans, le rapport social unique devenant annuel. C'est un élément et un document d'importance, puisque je vous rappelle que ce RSU doit rassembler les éléments et les données à partir desquels sont établies les fameuses lignes directrices de gestion dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, effectivement, un document important. Et puis, ce RSU sera alimenté par des données qui seront renseignées dans une base de données sociales au format dématérialisé, étant précisé par ailleurs que ces éléments seront accessibles aux membres des comités sociaux, là je parle pour l'avenir, des actuels comités techniques, notamment pour ce qui concerne l'assemblée plénière de ces futurs comités sociaux. Donc c'est un élément effectivement très important à prendre en compte. Deuxième point, j'en ai dit un petit mot tout à l'heure, c'est la prime de précarité pour les contrats courts, c'est-à-dire inférieurs ou égal à un an conclus après le 1er janvier 2021. Idem, on attend un projet de décret est en cours de rédaction. Il sera donc publié, on espère évidemment avant le 31 décembre 2020. Et puis, dernier point, je reviens dessus. Alors, pourquoi on l'a mis en échéance à partir du 1er janvier 2021? Puisque le plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été reporté au 30 juin 2021. C'était effectivement initialement prévu pour le 31 décembre 2020. Voilà, vous avez gagné un petit peu de temps, entre guillemets. Je pense qu'après cette période particulière, ça sera le bienvenu, même si c'était une bonne idée, évidemment, de commencer à le travailler dans les échéances initialement prévues. Je vous remercie. Pour terminer simplement notre présentation, juste un petit rappel sur les choses sur lesquelles nous pouvons vous aider. Il nous a semblé intéressant de vous présenter très rapidement. Donc, des ateliers, des formations à la fois pour les managers, les RH, les agents eux-mêmes. Nous avons construit, en fait, au moment de ce confinement, et c'est là-dessus qu'on y a réfléchi, nous avons mis ça en place à un certain nombre d'endroits, des formations ou en distanciel ou en présentiel d'ailleurs. Donc, très rapidement, une formation sur le management des équipes mixtes en présentiel et à distance, une formation sur le télétravail à la fois pour les encadrants et une autre formation pour les agents. On s'est dit que c'était intéressant de vous rappeler que nous faisons des formations sur le repérage des RPS, sur l'hyperconnexion. Évidemment, on en a parlé, Christophe en a largement parlé sur la difficulté à être en hyperconnexion. Et puis, Arnaud, si ça vous intéresse, pourra effectivement vous former et informer sur l'actualité RH de la fonction publique, qui est effectivement très évolutive, et sur le statut et la gestion des agents publics, à la fois de son entrée jusqu'à sa sortie. Ce qu'on vous propose maintenant, il nous reste un peu plus de 10 minutes, c'est de répondre à vos questions si vous en avez. Vos questions, vos interrogations, voilà. Si vous avez des remarques, des choses que vous souhaitez partager ou des questions. Peut-être remettre ta webcam. Est-ce que vous avez de votre côté des choses est-ce que ça vous étonne ce qu'on vous a présenté? Est-ce que vous reconnaissez? Est-ce qu'au contraire, vous avez l'impression d'avoir fait des choses différentes de ce qu'on vous a présenté? Voilà. Est-ce que vous avez des choses à nous dire? Vous pouvez ouvrir votre micro. Pardon? Ouais, vas-y, fais-le. Oui. Alors, moi, je n'entends pas de questions. Est-ce que vous m'entendez? Ça y est. Madame Jeannot, bonjour. Oui, bonjour à tous. Du retour. Je me retrouve assez bien sur ce que vous avez présenté, en tout cas sur ce qu'on a mis en place dans la collectivité. Donc, je vous remercie de cette bonne synthèse. Mais j'avais 2 points à partager avec les collègues et avec vous. 2 points qui, je vais dire, qui nous inquiètent un peu, c'est le télétravail. On en avait parlé. Aujourd'hui, nous avons des élus qui ont mis, excusez-moi le terme, mais le paquet financièrement pour permettre à la collectivité de faire un grand saut vers tout ce qui est télétravail et tout ce qui est numérique, on va dire.
Et on m'a vraiment posé la question, et je ne sais pas forcément y répondre, c'est on va finir par creuser un fossé entre les filières qui permettent effectivement le télétravail, administratif essentiellement, voire un peu les collègues de la filière culturelle, et celles qui ne le peuvent pas. Et du coup, on m'a dit, mais qu'est-ce que vous mettez en place? Comment vous allez réagir vis-à-vis de celles qui ne le peuvent pas? Et là, je reconnais que je sèche complètement, parce que je ne vois pas ce que je peux dire à ces personnes-là. Et le deuxième point, c'est que, et ça j'aimerais bien avoir le retour peut-être des collègues, c'est que même aujourd'hui, on est quand même plusieurs mois après le déconfinement, on a quand même quelques soucis pour reconstruire le collectif dans certains secteurs. Et notre ville va rebasculer en rouge, zone rouge, donc il y a à nouveau des soucis auprès des agents qui se disent mais il nous attend quoi? Est-ce qu'on va devoir remettre en place des tas de choses? Donc, non seulement on n'a pas reconstruit bien le collectif, et puis on est en train de se restresser, j'allais dire, par rapport à une situation qui nous arrive ce week-end, on le sait, on passe en rouge normalement ce soir. Voilà. Et je vous écoute. Est-ce que d'autres personnes souhaitent répondre à Madame Janot? Donc, simplement, je me permets, Madame Janot travaille à Châlons en Champagne, juste pour situer. Voilà. Alors, quelqu'un veut prendre la main? Christophe, tu veux répondre? Alors, Christophe va en tout cas avoir un premier élément de réponse. Alors, sur le télétravail, justement, le sentiment d'ailleurs d'iniquité qui est entre les personnes qui ont des tâches télétravaillables et les personnes qui ont des tâches non télétravaillables, c'est une réalité, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup suivant les clients chez lesquels on intervient. Alors, pour ça, je ne propose pas du tout d'interdire le télétravail, ce serait vraiment pénaliser les personnes, les administratifs, par exemple, personnes qu'il faut y avoir accès, vraiment de le limiter. Donc, par exemple, d'instaurer une seule journée de télétravail, imaginons deux maximum, pour que les personnes soient également présentes sur site. Également, pour éviter donc, quelquefois que les personnes évitent de se rencontrer. Par exemple, plusieurs personnes sont en télétravail et ensuite ne se rencontrent plus durant la semaine. Également, important d'instaurer des jours dans la semaine non télétravaillables pour que toutes les personnes puissent se rencontrer. Donc, vraiment, 2 journées, par exemple, bloquées dans la semaine non télétravaillables pour que toutes les personnes puissent se rencontrer. Et ces journées-là sont également communiquées aux personnes qui ont des tâches non télétravaillables et qui devront rester sur site et ne pourront pas avoir accès au télétravail. Mais malheureusement, c'est une réalité. C'est vrai que le télétravail peut créer un fossé derrière entre les personnes qui ont accès et les personnes qui n'ont pas accès. Donc vraiment, moi, ce que je propose et ce que je peux voir chez beaucoup de clients, c'est donc le télétravail OK et ouvert, mais pas 3 jours par semaine, une journée ou 2 maximum. Je sais pas, vous m'entendez là si je réponds à monsieur? C'est Madame Janot encore. J'avais un troisième. Alors ça, effectivement, là, on est en train de le mettre en place. On a mis en place des groupes de travail pour réfléchir sur le télétravail. Et je pense qu'il y a un point, je ne sais pas comment il faudra que je le gère, mais c'est l'image du télétravail, y compris chez les gens qui ne peuvent pas télétravailler. C'est pas le télétravail, on est peinard à la maison. Et c'est aussi cette image-là, et c'est ce qui génère un sentiment, entre guillemets, de jalousie par rapport à ceux qui ne peuvent pas télétravailler. C'est peut-être été un petit peu par la période de confinement où on sait que le télétravail, au bout de 2 mois, bon, c'était pas si évident que ça à mettre en place. Et du coup, l'image du télétravail, voilà, il faut la travailler, me semble-t-il, dans la maison, en plus des 2 recommandations que vous avez données, monsieur. Exactement. C'est vrai que sur la communication, c'est un point qui revient très fréquemment. Et un peu comme j'ai précisé tout à l'heure, vraiment la grande difficulté aujourd'hui, c'est de remettre du cadre là-dedans, de bien montrer aux agents que le travail à distance, le télétravail, c'est vraiment très différent. Le télétravail, c'est très cadré. On peut mettre en place le management par objectif durant le télétravail. Il y a un suivi assez précis donc, de l'encadrant et derrière communiquer. L'agent qui est en télétravail peut également revenir assez fréquemment sur son expérience, comment ça se passe, etc. Et bien préciser à tout le monde que voilà, le télétravail, c'est du travail. C'est pas on est chez soi et on tourne à tous. Mais c'est vrai que sur la communication, c'est un point très important parce que derrière, il peut vraiment y avoir
un sentiment d'iniquité, ça peut aussi créer des tensions dans les équipes. Ouais. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Moi, j'ai envie de reprendre ce que la deuxième chose dont vous avez parlé, qui est le fait de repasser en rouge, en tout cas l'inquiétude qui est en train d'émerger en ce moment. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comment on peut vivre avec l'incertitude. On voit bien que même nos politiques, nos scientifiques, nos médecins, tout le monde, on navigue tous un peu à vue, qu'il y a des changements d'orientation pratiquement à 90 degrés de temps en temps. Encore ce matin, j'entendais que dans les écoles, ça allait évoluer à nouveau. Donc, il faut vivre avec cette incertitude, les choses sur lesquelles on n'a pas été habitué, et qu'il faut aider justement ces managers à dire on va continuer à vivre cette incertitude pour un certain nombre de mois. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, et que malgré tout, il y a des fondamentaux. Et ces fondamentaux, il faut les rappeler. Les fondamentaux, c'est le service public. Les fondamentaux, c'est l'équipe. Les fondamentaux, c'est les compétences. C'est là-dessus que vous pouvez rassurer par rapport à cette position, cette situation d'incertitude. C'est-à-dire, dans l'incertitude, il y a des choses, par contre, qui restent. Et c'est le seul moyen de s'en sortir. C'est de remettre un peu de cadre dans cette incertitude et de repositionner, en fait, chacun par rapport à ses compétences, ses valeurs, ses soutiens. C'est la seule façon de pouvoir vivre cette période compliquée dans laquelle nous sommes. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Non? Écoutez, il est presque 15 heures. Donc, dans ces cas-là, je vous propose de nous arrêter. En tout cas, on vous remercie de votre participation, à la fois en ayant répondu au questionnaire et en ayant participé à ce résultat, en tout cas la présentation de ce résultat. J'en profite, on est vendredi après-midi, il n'est que 15 heures, mais je vous propose quand même pour ce soir de passer un très bon week-end ensoleillé, d'en profiter, de vous reposer et de prendre conscience effectivement qu'on est tous un peu fatigués, de vos agents sont un peu fatigués, que cette reprise, elle doit être accompagnée et qu'on ne peut pas faire semblant que cette crise n'a pas lieu et qu'il faut tenir compte de tout ça. Voilà, c'est mon dernier petit message de fin. En tout cas, grand merci de vous être connectés et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.